L'objectif du colloque auquel vous assistez est, pour l'essentiel, de repérer, de contextualiser et d'analyser les principales transformations contemporaines du rapport au travail dans nos sociétés occidentales au cours des 30 dernières années. Rappelons que cette période fut marquée par des changements économiques et socio-culturels de grande amplitude. De fait, nous avons assisté à l'essor d'une nouvelle économie capitaliste, fortement mondialisée, inscrite dans un vaste mouvement d'innovation technique, de libéralisation des marchés et de financiarisation accrue. Dans les entreprises, les modes d'organisation du travail ont été complètement modifiés par de nouvelles pratiques de flexibilité, techniques, fonctionnelles, numériques, salariales, lesquelles furent généralement arrimées à une forte rationalisation dans la gestion des flux. La relation d'emploi s'est aussi transformée sous les effets des pratiques d'impartition et d'externalisation des activités. Les exigences des entreprises envers la main-d'œuvre se sont aussi modifiées. Attendu l'expansion du secteur des services, l'essor de la nouvelle économie du savoir, les attentes de rendement de plus en plus élevées de la part des investisseurs financiers, de nouvelles pratiques de contrôle des performances et de nouvelles injonctions portant sur les habiletés relationnelles, l'autonomie responsable et l'investissement subjectif au travail se sont conséquemment répandus. Les milieux de travail se caractérisent aussi, comme vous le savez, par une main-d'œuvre plus instruite et plus féminisée, insérée dans des ménages à double revenu, ce qui n'est pas sans incidence sur la manière de concevoir les rapports entre la vie professionnelle et la vie privée. Des changements culturels substantiels furent aussi à l'œuvre, caractérisés par une plus grande individualisation des styles de vie et des aspirations, lesquels sont de plus en plus ancrés dans une conception polycentrée de la vie réussie, axée sur la réalisation de soi et le désir d'épanouissement personnel. Bref, il apparaît que le sujet adhère de plus en plus au principe de l'autodétermination ainsi qu'à la quête d'authenticité dans ses manières d'agir et dans ses rapports sociaux. Rapport au travail. Voici une notion aux contours imprécis qui commande nombre d'observations afin d'en repérer les principaux aspects, d'en montrer la pertinence pour la compréhension du changement social. Ce sera l'objet de la suite de mon propos. En première approximation, cette notion désigne, me semble-t-il, la nature et les formes de liens que les individus entretiennent avec le travail et l'emploi. Sous des appellations multiples, une telle notion renvoie autant à la manière de vivre le travail que de se le représenter. De fait, des travaux de Max Weber à ceux de John Goldtop, ou encore des multiples enquêtes sur les valeurs, jusqu'aux recherches contemporaines sur les motivations, l'implication et l'engagement au travail, on observe un entrecroisement de dimensions qui témoignent d'un arrimage entre, d'une part, la place et le sens que revêt le travail chez un individu et, d'autre part, les attitudes envers le travail et les comportements en emploi. C'est cet entrecroisement qui confère une grande richesse à une telle notion et aussi son ambiguïté. Pour l'essentiel, la place du travail désigne, en gros, la centralité absolue et relative du travail, c'est-à-dire son importance en soi et en regard des autres domaines de vie. Le sens du travail, de son côté, renvoie une triple réalité. D'abord, la signification, soit le mode d'interprétation de ce qui est vécu. Ensuite, l'orientation ou la direction que l'on souhaite imprimer à sa vie de travail. Autrement dit, ce qui est recherché, plus concrètement, les finalités dominantes, ce qui nous motive au travail. Enfin, le degré d'intégration, encore de cohérence interne, entre les valeurs, les attentes et les activités concrètes de travail. Quant aux attitudes, soit un ensemble de prédispositions affectives et cognitives plus ou moins durables, elles rejoignent ici non seulement les différents aspects du vécu au travail, mais aussi leur lien avec la vie hors travail. Donc, face à une économie de plus en plus fragmentée, de plus en plus mondialisée, face également à une main-d'œuvre qui est de plus en plus diversifiée dans ses attentes, mais aussi dans ses caractéristiques, les théories classiques managériales sont rudement mises à l'épreuve et sont concurrencées par des nouvelles approches, des approches innovantes qui vont repenser cette équation entre, d'un côté, travail et de l'autre côté, subjectivité. C'est donc ainsi qu'une nouvelle phase de modernisation managériale serait en pleine émergence
qui est caractérisé par des demandes inédites en termes de mobilisation de la subjectivité des travailleurs et par des injonctions managériales innovantes qui en appellent à une mobilisation, bien sûr, des compétences dans l'activité de travail, mais aussi des aptitudes personnelles dans le travail. On peut résumer tout ça en disant qu'il y a une fragilisation volontaire du flux productif de manière à ce que les salariés se trouvent engagés. Et là, on voit qu'on est tout de suite dans le rapport au travail. Et donc, on pourrait dire que on va pouvoir, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, réduire la ligne hiérarchique, puisque, quelque part, la contrainte productive n'est plus chez le chef d'équipe ou le contremaître, mais elle est dans le système productif lui-même. Et c'est ça la grande révolution, qui est évidemment une révolution, comme toutes les grandes révolutions, invisible. Et c'est ce sens-là que je voudrais mettre en avant. Parce que, très rapidement, face à cette fragilisation volontaire, il a fallu inventer des outils que j'appelle des outils socio-techniques pour contrarier cette fragilisation volontaire. Ce sont les fameux outils que tout le monde connaît, la qualité totale, la maintenance préventive, le changement rapide d'outils, le Kaizen, enfin, etc. Bon, donc ce sont des outils techniques, dans un premier temps. Et si on en fait l'analyse en termes sociologiques à nouveau, on se rend compte rapidement qu'il y a une dimension intégrative, il y a une dimension idéologique de ces outils, c'est pour ça que je les appelle des outils socioproductifs, au sens où, avec ces outils socioproductifs, revient une thèse qu'on avait justement précédemment à propos de l'enrichissement des tâches, qui est celle du management participatif. Et on ne peut pas penser ces outils sociotechniques sans toutes les réunions qui accompagnent la mise en place de ces outils, réunions qui rassemblent des ingénieurs, des ouvriers et toutes les catégories socio-techniques de l'entreprise. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois dans l'histoire, au moins, de l'ingénierie française, où les ingénieurs en blouse blanche vont dans des réunions avec des ouvriers en bleu de travail. Et ça, c'est une révolution idéologique, politique, qui a toute son importance. Alors, ça veut dire aussi que, à travers ces réunions, à travers tout ce mécanisme, on va redonner du sens au travail. Donc il faut avoir une vision tout à fait dialectique de la ligne production, c'est-à-dire des conditions de travail un peu plus dures, non pas en termes de charge, mais en termes de rythme de travail, en termes de cadence, et qu'en même temps, on aura un intérêt plus grand au travail. Les Anglais disent harder and smarter. Ça veut tout dire. On n'a pas de formule pour ça, donc j'en ai inventé une. C'est celle d'implication-contrainte. Alors, qui est un peu compliqué, parce qu'évidemment, c'est un concept oxymore, c'est volontaire. Et cette idée d'implication-contrainte signifie que l'implication est dans le processus de production, puisqu'elle est contrainte, mais qu'en même temps, en tant qu'implication, elle est mobilisatrice. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour commencer de la ligne production. Donc, face à cette phase de modernisation managériale, plusieurs questions se posent. Parmi lesquelles, quelles sont les logiques qui sous-tendent l'élaboration de cette nouvelle phase managériale? Par quelle voie se diffuse cette nouvelle idéologie managériale? Et, de façon plus intime, quel est l'impact de ces nouvelles normes managériales sur le vécu des travailleurs? Ce qui est en cause ici, c'est de vérifier dans quelle mesure le système de valeurs néolibéral et les nouvelles idéologies managériales pénètrent la conscience des travailleurs, suscitent leur approbation, leur réprobation, leur résistance. Parce que d'abord, le rapport au travail, le mot n'a pas encore été utilisé véritablement, est un lieu où se produisent et se reproduisent des dominations, où se produisent et se reproduisent des rapports de force. Mais aussi parce que le rapport au travail contribue lui-même à transformer les modes de domination et les logiques organisationnelles. Plus fort encore, je crois que c'est l'invention du team leader. Les team leaders, c'est aussi intraduisible, mais enfin en français, on va dire les moniteurs, les coordinateurs, etc., qui n'ont aucune fonction hiérarchique, mais qui doivent convaincre leurs collègues de mieux travailler et de plus travailler. Et là aussi, c'est un nouveau rapport au travail. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître le chef d'équipe
On l'a remplacé par le moniteur, qui rétablit, et ça c'est un point important, la communication verticale et horizontale qui était plus ou moins mise à mal dans les rapports hiérarchiques traditionnels. Donc là aussi, c'est une invention qui permet, disons, de faire accepter ces nouvelles règles de production. J'en arrive maintenant au constat que l'on a fait à la fin du XXe siècle, que ce modèle de la société salariale intégrée, ce modèle qui procure de la solidarité et qui permet le lien social, qui fait finalement du travail à travers tout ce que j'ai décrit, le fondement du lien social, comment ceci s'est fragilisé. C'est ce qu'illustre les observations de Marx et les études de Weber. Le premier mit en relief deux grands traits de caractérisation du nouveau rapport au travail dans les sociétés capitalistes émergentes. D'une part, l'émergence d'un lien singulier du travailleur à son produit, marqué par une nouvelle forme d'objectivation du produit de son faire, qui lui est de plus en plus étranger, mais qui néanmoins le contrôle dans sa vie de tous les jours, sous le joug d'un vaste procès de réification. D'autre part, la transformation de l'activité de production du travailleur, laquelle devint, selon Marx, négation des facultés humaines de création et de libre réalisation du travail par lui-même. Comme il le précise dans le manuscrit de 1844, il s'ensuit que l'homme n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Aussi, dit-il, le travail n'est-il plus la satisfaction d'un besoin, mais le besoin de satisfaire ses besoins en dehors du travail. Bref, la dépossession du produit et l'aliénation instrumentale de l'activité se conjuguent pour transformer son tissu social et son espace idéal, notamment son rapport avec ses semblables, avec lui-même et avec la nature. Les analyses de Weber soutiennent qu'on ne peut penser le rapport au travail, chez lui le plus souvent associé à un ensemble d'attitudes à l'égard du travail, sans prendre en compte la vision globale de l'existence qui anime et oriente la vie concrète du sujet. Le rapport au travail découle des actions réciproques entre conditions économiques, situations sociales et facteurs culturels, y compris les convictions religieuses, comme il tend à l'illustrer dans son ouvrage classique « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Une affinité entre transformation culturelle et exigence économique est ainsi mise en relief par Weber, et les rapports étroits entre éthique, ethos et activité sont fortement soulignés. Ce sont toutefois les études de Weber sur le travail industriel qui tracèrent les principales lignes directrices en vue d'analyser le rapport au travail, d'autant que le terrain d'enquête fut mieux circonscrit d'un point de vue empirique que ce ne fut le cas dans son étude classique « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Sa perspective d'analyse du rapport au travail fut explicitement présentée dans son introduction méthodologique aux enquêtes du Fraunhofer social-politique portant sur le personnel ouvrier de la grande industrie. Dans son esprit, il importe aussi bien d'analyser l'influence du travail dans la grande industrie sur le style de vie extra-professionnel et la personnalité que celle des origines sociales et culturelles, de même que des traditions et conditions de vie sur la signification accordée au travail et la manière de s'y investir. Pour Weber, et je cite, « Il s'agit de deux questions distinctes, accouplées, que le théoricien doit et peut séparer, mais qui, dans l'exercice de la recherche, apparaissent presque partout combinées, de sorte qu'en fin de compte, au moins, on ne puisse répondre à l'une sans répondre à l'autre. » Autrement dit, le monde du travail peut être à la fois le vecteur de l'intégration sociale et le mode de régulation des sociétés modernes. Alors, cette perspective qui s'est imposée, quand on décrit le monde du travail, on le dit, c'est le grand intégrateur, s'est imposée tout au long du XXe siècle, et cette question était en tout cas très présente dans la thèse de Durkheim. Alors, Daniel Mercure a parlé de Max Weber et de Marx. Moi, je voudrais parler donc de Durkheim. Durkheim imagine la société salariale qui s'est mise en place au XXe siècle. En fait, il pense cette société salariale et donc il propose qu'elle devienne d'ailleurs le fondement de l'organisation, y compris politique,
D'ailleurs, il dit qu'il faudrait supprimer tous ces esprits de clocher, cette appartenance à des collectivités locales. Tout ça, c'est du passé. L'avenir, c'est le groupe professionnel. Il faudrait donc organiser notre vie politique, même à partir de cette organisation professionnelle. Donc, il imagine un régime d'attachement qu'on pourrait dire, qui renvoie à ce qu'on pourrait dire un régime d'attachement spécifique qui serait de nature organiciste. Alors il convient bien là de préciser que organiciste et même solidarité organique est un concept qui doit être pris sur un plan métaphorique, parce que Durkheim lui-même manifeste une sorte d'hostilité à la pensée organiciste d'une façon générale. Pour lui, il décrit à travers cet usage du corps humain, donc l'esprit corporel, un monde qui, mais sous une forme tout à fait métaphorique. Alors, on pourrait dire ainsi que on a là, avec Durkheim, une sorte de représentation de la société où finalement, on pourrait dire que ce type d'organisation renvoie à un rapport spécifique des individus à l'État et à une société où l'attachement social repose principalement sur une logique de protection statutaire, en grande partie orchestrée par la puissance régulatrice de l'État. Dans cette configuration, la participation aux échanges passe par l'attachement quasi obligatoire à un corps intermédiaire, au sens d'une corporation ou d'un groupe professionnel, qui procure un statut considéré comme une garantie face aux aléas de la vie. Chaque groupe ainsi constitué entretient de ce fait une médiation avec les autres et avec l'État, permettant ainsi des relations d'interdépendance assises sur le principe de complémentarité. Ce type de régime implique que l'État soit capable de créer et d'entretenir des corporations dans des secteurs stratégiques, on parle même de corporatisme d'État, mais aussi de réguler les autres secteurs comme étant autant d'organes distincts susceptibles d'assurer le bon fonctionnement de l'économie et de la société. Mais les trois livres dont je voudrais parler, en fait, ils tiennent ensemble deux dimensions ou deux types d'argumentation qui étaient restés très distincts dans les années 90. Et ils opèrent la jonction. Donc, la jonction entre la question de la quantité d'emploi, qui était la question traitée par Rifkin, qui faisait une prophétie et qui annonçait la disparition, non pas du travail, mais de l'emploi dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, et donc qui proposait de développer le travail et l'emploi dans le secteur quaternaire. Donc entre cette question-là, de la quantité d'emploi, et la question des attributs et du sens du travail, courant duquel je faisais partie. Et je voudrais justement rappeler que mes propres travaux sur le sens du travail, qui n'avaient rien à voir donc avec une réflexion sur la quantité d'emploi, s'alimentaient d'un courant qui ne s'est pas réellement développé en France, mais qui était quand même assez important, qui s'était pas mal développé dans les années 80 et puis qui s'est en quelque sorte recroquevillé. Je cite quelques auteurs qui avaient alimenté quand même ce courant. Habermas, qui parlait en 1985 de la fin prévisible des sociétés fondées sur le travail. Godelier, en 1980, qui avait lancé un grand programme sur le concept de travail, avec l'idée que les transformations du concept étaient telles qu'il n'y avait sans doute plus de rapport entre les activités susceptibles d'être subsumées sous le concept de travail dans l'Antiquité et aujourd'hui. Évidemment Vernant, avec l'idée de l'invention du concept moderne de travail. Hofe, 1985 aussi, l'identité ne se construira plus centralement dans le travail. Marie-Noël Chamou, une anthropologue, 1994, ou encore Fresnay. Bref, toute une série d'auteurs dont une partie avait présenté leurs résultats dans un très beau colloque du PIRTEM en 1992, avec donc tout un volet sur le concept de travail. Donc la plupart de ces travaux ne s'intéressaient pas à la quantité d'emploi, mais au rapport subjectif entretenu avec le travail. Alors ce qui est intéressant, je disais, ce courant s'est recroquevillé, il s'est effacé finalement devant la persistance et l'ampleur du chômage. Et c'est Honneth qui le raconte très bien, notamment dans un très très bel article de 1996 qui s'appelle « La dynamique du mépris ». Honneth considère que, par exemple, quelqu'un comme Habermas, son maître, a été trop loin dans sa critique du travail, puisque peut-être vous vous souvenez qu'Habermas avait réduit le travail à une activité instrumentale,
Je cite Honnête, « On peut non seulement supposer, mais encore affirmer sans risque de se tromper, que l'estime sociale d'une personne se mesure très largement à la contribution qu'elle apporte à la société en tant que travail formellement organisé. » Mais alors Honnête est un peu gêné, il est sur un chemin de crête, hein, parce qu'il ne veut pas non plus revenir à avant, à Habermas, son maître. Et donc, voilà ce qu'il dit. D'un côté, le processus du travail social ne doit plus être stylisé, comme encore dans la tradition du marxisme occidental, en processus de formation d'une conscience émancipatoire. De l'autre côté, il faut qu'il reste néanmoins si étroitement lié aux expériences morales que son rôle pour la préservation de la reconnaissance sociale ne risque pas d'être perdu de vue. Un petit peu délicat. Et puis, pour finir, ce focus sur le chômage, hein, un bref aperçu des études, je cite toujours Honnête, un bref aperçu des études traitant des conséquences psychologiques du chômage montre sans ambiguïté que l'expérience du chômage doit occuper une place centrale dans la conception qui se dessine ainsi, mais d'un autre côté, cette réévaluation de l'expérience de travail ne doit pas nous amener à retomber en deçà du niveau atteint il y a 20 ans déjà par Habermas dans son nettoyage catégorial du concept de travail. Ces tendances contraires font surgir la question de savoir jusqu'à quel point le concept de travail peut être neutralisé sans que l'on perde en même temps la signification d'une source centrale d'expérience morale. Alors je trouve que parler d'expérience morale, c'est vraiment intéressant, parce que la thèse principale de nos trois auteurs, que je vous ai cités, c'est que non seulement le travail n'est plus pourvoyeur d'identité, de sens, de revenu et d'épanouissement, mais surtout, il n'est plus et ne peut plus être une école du caractère. Ce que Livingstone remet en cause, c'est l'éthique du travail, c'est-à-dire l'idée que travailler dur forgerait le caractère. Ça fait tout à fait penser, ça entre en résonance avec ce que disait Patricia ce matin. On doit rompre, dit-il, avec l'éthique du travail, l'expérience du travail est trop souvent une expérience d'humiliation, ça renoue avec Honnête et son... le mépris, une expérience d'humiliation, d'absence de rapport entre la difficulté de l'effort accompli et la récompense. Idem chez David Frayne, qui s'intéresse donc aux résistances au travail et qui montre qu'une grande partie des motivations des personnes qui résistent et veulent travailler moins ou plus du tout prend sa source dans des humiliations, dans la nécessité de l'autopréservation ou dans l'absence totale de sens des activités. Il y a donc une forte remise en cause du fait que le travail serait capable de fonder l'estime des autres et de soi. C'est au contraire, les gens qui l'interviewent font au contraire font état d'une expérience contraire. Une expérience contraire. Parce qu'en fait, on voit bien comment l'activité d'aujourd'hui, le rapport au travail qui s'y joue, le rapport à la temporalité du travail qui s'y joue, qui s'y énonce, qui s'y voit, est d'abord ou aussi, le produit du passé du travailleur, le produit de la manière dont il est rentré dans le groupe professionnel, la manière dont il a occupé des places diverses ou une place unique et dont il la vit. Comme le disait Pierre Bourdieu, le mort saisit le vif via des reconstructions dans des discours, via des rapports à l'organisation, via des compétences et via des savoir-faire notamment. Et donc, enquêter sur le travail, sur le rapport au travail, et notamment sur les temporalités, à un moment précis, nécessite de réinsérer ce moment dans l'ensemble de l'activité. Et la dernière opposition, j'en finirai là-dessus sur ce plan, est celle qui, là, a été rejetée depuis le début et sur laquelle je voudrais revenir un instant, c'est l'opposition entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui a été appelé par ailleurs le rapport travail hors travail. Donc c'est quelque chose de très banal, je n'y reviens pas, simplement peut-être pour dire que c'est quelque chose qui se voit très souvent, cette impossibilité, en réalité, quand on étudie vraiment le travail, de distinguer les deux. Un aspect qu'on étudie, qui ici n'a pas encore été beaucoup travaillé, enfin beaucoup évoqué, c'est autour des questions du genre au travail. Parce que, bien évidemment, via la réflexion sur les inégalités dans le travail domestique, on est ramené à une analyse de la façon dont la vie privée a des effets sur la vie professionnelle, la carrière, l'activité du moment, etc., etc. Et donc on voit bien comment cette question-là distingue notamment, mais pas seulement, les hommes et les femmes. Mais plus encore, ce qui se joue là dans la nécessité de réinsérer le temps du travail dans l'ensemble des temporalités de la vie des individus,
car c'est bien de cela dont il s'agit, c'est bien la signification même du travail. C'est la porosité entre les espaces, et puis peut-être parfois la colonisation de la vie privée par le travail, voire à d'autres moments une logique réciproque ou opposée. Bref, tous ces enjeux théoriques me semblent mis en jeu dans l'analyse des temporalités, et l'essentiel me semblait d'abord de rapprocher tout cela, et en particulier de rapprocher 3 éléments, les pratiques, les représentations et les trajectoires, et donc montrer que ce sont là 3 éléments qu'il faut analyser ensemble pour comprendre le travail aujourd'hui. Aussi, suis-je enclin, en terminant, à considérer le rapport au travail comme une manière de vivre le travail, fondée sur l'éthos du travail, les champs d'identification au travail et les modes d'engagement au travail, révélés par les façons de se le représenter et de se conduire en emploi, ce qui nous amène à la place, au sens, mais aussi aux manières de s'investir au travail. À mon sens, il s'agit de 3 grandes dimensions non exclusives qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui favorisent une analyse multiniveau. Dimensions qui vont du plus éloigné au plus près de l'action observable. Dès lors, pour moi, aujourd'hui, la question est de savoir dans quelle mesure les infléchissements culturels en cours, de même que les transformations substantielles du lien d'emploi, de l'organisation du travail et du contenu de celui-ci, modifient nos manières de vivre le travail et de se le représenter. Le nouvel ethos de vie en voie d'identification et les nouvelles pratiques et injonctions managériales transforment-elles l'éthos du travail? Et selon quelle modalité? Les champs d'identification au travail, au métier, à l'emploi et à la trajectoire professionnelle s'en trouvent-ils modifiés? Et surtout, quelle voie empruntent les formes d'investissement et d'engagement au travail? Formes soumises aux pratiques et injonctions managériales en vue d'accroître l'implication subjective au travail, chez des travailleurs qui, insérés socialement dans un vaste processus d'individualisation néolibérale, sont néanmoins en quête d'affirmation de soi, d'autonomie, de professionnalité et de reconnaissance. En fait, il faut pour cela essayer d'analyser et de ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mes recherches sur les salariés, d'essayer d'analyser le rapport au travail et le rapport à l'emploi en essayant de les combiner. Et j'ai, en procédant ainsi, vous le savez, dans le salarié de la précarité, élaboré une typologie des formes d'intégration professionnelle qui me semble aujourd'hui tout à fait encore valable pour penser justement l'intégration professionnelle dans ce monde qui n'est plus celui totalement de la solidarité organique tel que le pensait Durkheim. Et donc cette typologie des formes de l'intégration professionnelle repose sur l'articulation de 2 dimensions. Le rapport au travail, c'est ce qui donne de la reconnaissance. Le rapport à l'emploi, c'est ce qui donne de la protection. Donc on retrouve ces 2 dimensions qui sont fragilisées. Et donc on pourrait dire que en associant ces 2 dimensions, on a bien sûr l'intégration assurée qui permet à la fois qui donne de la protection statutaire et en même temps de la reconnaissance et donc lorsqu'il y a un rapport au travail et un rapport à l'emploi qui apporte donc globalement des satisfactions, donc l'intégration est assurée. L'intégration incertaine, c'est un autre type où on va avoir un rapport au travail qui est plutôt harmonieux, où l'individu se sent satisfait de son rapport au travail, lui procure un sentiment de satisfaction, mais en même temps n'a pas les protections statutaires parce que son contrat est à durée déterminée. C'est un emploi périphérique ou un emploi qui va se fragiliser.
L'intégration laborieuse, c'est le contraire, c'est la situation où vous avez à la fois des personnes qui ont une certaine protection statutaire, mais qui vivent du fait du stress dans le travail, du mode d'organisation dans le travail, de profondes souffrances, et donc on pourra parler là donc d'intégration laborieuse. Et l'intégration disqualifiante, qui est finalement le type auquel je pensais évidemment en commençant cette recherche, puisque j'avais travaillé préalablement sur le concept de disqualification sociale, l'intégration disqualifiante, c'est les deux, c'est-à-dire l'absence de protection statutaire, l'angoisse de perdre son travail, et puis en même temps, c'est le fait de vivre des conditions de travail extrêmement difficiles qui n'apportent pas le sentiment d'être reconnu, d'être utile à la société. Donc, en prenant ces 4 formes, on voit effectivement que le marché du travail, que le monde du travail est non pas un monde qui conduit à l'intégration assurée pour tous les individus, mais bien au contraire, est un monde fragmenté. Et donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, ce qui devrait aboutir à la solidarité organique, ce serait que l'intégration assurée puisse devenir la condition générale ou pour une grande partie de la population. Or, on en est effectivement très loin. Alors, pour commencer, donc premier point, parcours de vie et rapport au travail. Et donc ici, dans une typologie, on observe en fait quelle est l'influence des parcours de vie sur le rapport au travail et les types de rapports au travail. Donc nous avions identifié 4. Quel type de dimension on va valoriser plus ou moins dans le travail? Qu'est-ce qui va être important dans le quotidien du travail selon que l'on s'inscrit dans un type d'engagement dans le travail? Et donc on a la typologie suivante que je vais vous expliquer. Donc ça, c'est basé sur toute une série d'entretiens qui ont été réalisés dans 6 pays, en 2007 et 2008, donc sur une trentaine d'entretiens par pays. Et donc, nous avons en fait ordonné ce foisonnement d'idées qui nous venait de tous ces entretiens en construisant cette typologie autour de 2 axes, en cherchant qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous les récits que nous font les personnes sur leur expérience du travail, leur manière de raconter le travail, le discours qu'ils nous faisaient sur leur travail. Et donc ça nous a amené à organiser donc toutes ces histoires singulières autour de 2 axes avec 2 types d'engagements différents. Donc un engagement, donc la première colonne, plus pragmatique dans le travail ou un engagement plus expressif, et en même temps des personnes qui étaient issues de parcours de vie standardisés et d'autres de parcours de vie déstandardisés. Donc parcours de vie déstandardisé, standardisé ou déstandardisé, ça veut dire soit que l'on s'inscrit dans une suite bien organisée, logique, relativement normée d'éléments, donc les études, le travail, éventuellement un petit épisode de chômage, mais des transitions relativement faciles, l'installation en couple, la vie, etc. Une certaine continuité entre le parcours scolaire et l'activité professionnelle que l'on exerce. Dans les parcours de vie déstandardisés, on trouve des accidents, des épreuves de la vie ou des bifurcations importantes, soit des épreuves contraintes, soit des épreuves choisies, mais où on ne suit pas un fil linéaire d'un parcours de vie, avec des épisodes, ça pouvait être des épisodes de mobilité, d'immigration, des recompositions familiales, des épreuves de chômage, des restructurations importantes d'entreprises et de licenciements, des réorientations professionnelles, donc toute une série de choses liées à la fois à la vie privée et à la vie professionnelle. Et ça nous a amené à faire ressortir 4 formes d'engagement dans le travail. Donc un premier type qui est le plus fréquent, le plus largement partagé, qui est en fait caractérisé par un engagement pragmatique dans le travail. Ça veut dire, c'est pas forcément un engagement instrumental, mais c'est un engagement, voilà, le travail, c'est à la fois la source de revenus et puis une forme d'obligation de participation à la vie sociale. C'est nécessaire, on doit travailler, la société fonctionne comme ça, on va rechercher donc la sécurité et essayer de vivre ça positivement. C'est une contrainte, on ne la conteste pas, la société fonctionne de telle manière et on va essayer effectivement que ça se passe le mieux possible.
d'avoir de bonnes relations. Donc on a moins d'attentes par rapport à la dimension expressive du travail. Et là, on est dans des profils plus de parcours standardisés, parcours de vie standardisés. C'est là qu'on retrouve le plus grand nombre de personnes, je vous disais, et peut-être si on peut les caractériser avec un niveau de qualification, on va avoir une proportion moins importante de niveau de qualification supérieure. Donc toujours dans les parcours de vie standardisés, on va avoir alors d'un autre côté, le deuxième groupe majoritaire dans notre échantillon, qui faisait 160 personnes, si je me souviens bien, le travail qui est un support au développement personnel. Là, on va avoir au contraire donc, des profils qui s'inscrivent aussi dans des parcours de vie relativement linéaires, mais qui, dans leur engagement dans le travail, dans leur rapport au travail, vont avoir des attentes expressives fortes. Donc, ça veut dire que le travail, ça va être... on va avoir une implication importante, c'est vécu comme le lieu où on va découvrir ses capacités, s'épanouir, continuer à apprendre des choses, à développer ses aptitudes personnelles, avec une implication subjective dans le travail qui est plus importante que dans le premier type, mais en même temps qui est un peu contrebalancé aussi par l'importance qu'on va accorder à la sphère familiale. Donc ici, on n'est pas entièrement déterminé par son travail, c'est la recherche à la fois un investissement fort, des attentes fortes, mais aussi de l'espace pour la famille et des projets hors travail. Donc il faudra que le travail soit relativement raisonnablement compatible avec les projets que l'on a en dehors du travail. On va retrouver ici, donc c'est le deuxième groupe en importance, avec un peu plus de femmes, proportionnellement que dans les autres groupes, et des niveaux aussi de qualification plus élevés. Alors dans les parcours de vie déstandardisés, on va avoir des positions plus extrêmes. Si on mettait sur un continuum, on aurait des positions plus extrêmes, avec d'un côté des profils qui sont dans ce qu'on appelle le type 2, donc un travail comme moyen de gagner de l'argent, donc un rapport quasi essentiellement instrumental au travail, avec une séparation très forte en ce qui relève du travail et ce qui relève de la vie privée, avec surtout une attention à la sécurité d'emploi et peu importe si les collègues sont sympas, si on est dans une bonne ambiance, ce sera un hasard heureux, mais bon, on recherche d'abord, le travail est d'abord vécu comme quelque chose qui permet de subvenir aux besoins et on n'en entend pas beaucoup plus. La vraie vie, elle est ailleurs. Et donc ça, c'est une position, c'était le type, dans la typologie, si nos 160 individus, on devait les distribuer, donc, où on avait le moins de personnes. Donc les positions fort extrêmes, disons, par rapport à l'engagement dans le travail, que ce soit à la fois dans le surengagement qu'on va retrouver dans le type 4 ou dans le sous-engagement qu'on retrouve dans le type 2, c'était des nombres plus restreints, et ce type 2 est le plus petit dans notre groupe. Alors, dans le type 4, là, on est avec des visions qui sont où le travail est vraiment au cœur de l'identité. Donc, on a des personnes qui se définissent, qui se présentent et qui se définissent essentiellement par leur travail. Donc, le travail, c'est leur objectif de vie. Ça passe avant toute autre chose. On est dans des parcours individualisés où on construit ses propres règles. Ce ne sont pas des mercenaires, mais ce sont des personnes qui construisent leurs propres règles. Les relations sociales, c'est périphérique, la sécurité d'emploi, c'est pas prioritaire. Ce qui compte, c'est d'avoir la possibilité donc de choisir, de s'épanouir dans son travail et de pouvoir le réaliser comme on le souhaite, avec le moins de contraintes possible et avec des projets personnels, professionnels qui sont très clairs. Là, on va retrouver des profils avec des contenus, d'individus avec des niveaux de qualification plutôt élevés, mais pas exclusivement, des profils aussi un peu plus jeunes, en moyenne un petit peu plus jeunes, pas de différence de genre entre hommes et femmes, donc on retrouve aussi bien des hommes que des femmes. Alors, on a exploré la valeur des professions. Je cite ici l'article de Jenks, Perlman et Renwater, What is a good job? On sait que les déterminants positifs de l'activité et de la valeur des professions, c'est la valeur formatrice.
la sécurité d'emploi et l'autonomie. On a toujours ces mécanismes, et les caractéristiques négatives, c'est classiquement risque de perte d'emploi, mauvaises conditions d'hygiène, caractère répétitif du travail, fréquence des contrôles et des supervisions. Et on trouvait déjà des éléments à peu près identiques dans les grandes enquêtes des années 50, de la fin des années 50 et du début des années 60 aux États-Unis. C'était vraiment... là, il y a une très très longue tradition de recherche et qui est très convergente, quoi. Alors, évidemment, on est face à un paradoxe. Combien de temps il me reste, Madame la Présidente? Beaucoup? Ah, mais je ne vais pas ralentir. 10 minutes, bon, on va essayer. Alors évidemment, on a affaire à un puzzle ou à une énigme, des métiers très attractifs avec des faibles revenus. Donc, on peut dire, eh bien, il y a ce qu'on appelle des différentiels compensateurs, c'est-à-dire à qualification donnée ou à niveau de formation donné, je préfère un métier qui m'offre plus de satisfaction, et ces satisfactions à travailler viennent en soustraction du revenu. Autrement dit, j'ai une comptabilité personnelle où je sais que je devrais payer ma satisfaction, en quelque sorte. Et parmi les caractéristiques de la satisfaction, il y a effectivement la forte autonomie, le faible degré de subordination et la variété des tâches, le faible degré de routine. Comme vous savez, le mot de routine a grimpé violemment sur l'agenda de la recherche depuis quelques années, depuis qu'on parle de polarisation des emplois et de robotisation des emplois. Les activités non routinières, donc très variables dans leur contenu et leur caractère formateur, étant mieux protégées de nos chers futurs concurrents que seront les robots ou que sont déjà les robots. Ce qui est vrai, alors j'ai dit à qualification donnée, mais ce qui est paradoxal, et je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est que quand on regarde les équations de revenus dans ces professions, la formation initiale, elle n'explique pas grand-chose. Encore moins qu'ailleurs. Elle n'explique déjà pas grand-chose ailleurs, elle explique que 30% de la variance, mais là, on est très en dessous. Et donc, en fait, c'est le capital d'expérience professionnelle qui explique beaucoup de choses, mais ce capital d'expérience professionnelle, il est accumulé à travers des épreuves de compétition et de sélection, qui sont elles-mêmes déjà un processus qui est une combinaison à la fois d'apprentissage du métier et de capacité de s'y maintenir. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille? Quel rapport au travail peut-on avoir dans ces affaires? Si je dis, bon, les gens sont prêts à bosser pour le plaisir de bosser, et puis voilà, pour le reste, on se débrouille, etc., je ne vais pas avancer beaucoup, parce que je vais tout d'un coup plonger dans une sorte d'idéalisme. Mais ça, c'était l'idéologie romantique. Souvenez-vous que Alfred de Vigny disait il faut avoir peu à gagner pour être un grand créateur. Enfin, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'est à peu près ça. Autrement dit, il y avait un côté qui perd-gagne. Celui qui sacrifie à peu près tous les espoirs pécuniaires ou mondains du succès est sûr de gagner peut-être dans l'au-delà, et une fois qu'il est mort, etc. C'était une idéologie assez puissante et qu'on peut appeler aussi une technique de rationalisation classique. Donc on a toutes sortes de mécanismes pour gérer l'incertitude, et ça, c'en est une visiblement. Mais c'est quand même un peu simple, parce que ça ne fait pas une vie. Alors, pour rester dans ce milieu, il faut faire des choses. Une des solutions, c'est d'avoir plusieurs activités qui entourent celle qui est la plus risquée. Donc, les camps d'intermédiaires que nous avons interrogés, donc ces camps d'intermédiaires du réseau de la santé, ont un état du travail qui est a priori en phase avec celui du discours managérial. Ils présentent une centralité très forte de l'activité professionnelle, au point où la frontière entre vie personnelle et vie privée est pratiquement effacée. Il présente également une finalité expérientielle où le travail est une voie pour se développer en tant que travailleur, mais également en tant qu'individu. Ils se sont engagés dans la voie gestionnaire pour faire une différence. La plupart viennent des milieux professionnels du réseau de la santé, mais ils ont passé dans la voie gestionnaire pour faire une différence auprès des usagers, mais aussi auprès des équipes, pour que les intervenants en première ligne puissent travailler dans des conditions de travail le plus optimales. Ils vont considérer leur rôle de camp d'intermédiaire comme un rôle de gardien de sens notamment de ces changements et des réformes qui ont cours. Et ils vont présenter des comportements au travail qui correspondent grosso modo à ce qui est prescrit par
le discours. Toutefois, malgré cette apparente affinité élective entre l'éthos du travail des cadres intermédiaires et le discours managérial, nos analyses montrent que l'expérience subjective des cadres est marquée par différentes formes de pénibilité au travail qui vont affecter leur rapport au travail. De fait, la rencontre des demandes d'investissement dans le travail, voire pour plusieurs de surinvestissement, et les conditions organisationnelles comportent des limites. Nos travaux font état essentiellement de changements substantiels au niveau du rôle de ces professionnels, un rôle qui, au regard des changements, tend à se complexifier, puisque de plus en plus, la capacité des organisations à changer passe par celle des cadres intermédiaires à se mobiliser et à mobiliser leur équipe. Ils doivent donc ajuster leurs pratiques professionnelles à ces nouvelles attentes, au rythme et au délai d'implantation de plus en plus soutenus. En plus de ce changement de rôle, les cadres intermédiaires pratiquent dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Les objectifs qui sont poursuivis par cette nouvelle forme de gestion publique inspirée du lean management se traduisent bien souvent par une augmentation de la pression de performance, par une augmentation de la charge de travail et, de façon générale, par une dégradation des conditions de travail et des contraintes croissantes dans les objectifs à atteindre. Ce contexte de travail va contribuer à ce paradoxe de la mobilisation où ils sont soumis, je le disais plus tôt, à des demandes d'investissement croissantes, mais à un contexte qui en entrave. L'impact sur le rapport au travail est important, c'est-à-dire qu'on observe un certain hiatus entre un ethos qui est souhaité et un ethos du travail qui est vécu. D'abord, au niveau de la volonté d'équilibre entre les sphères de vie, elle est menacée par un envahissement de plus en plus important, tant qualitatif en termes de pression psychologique, mais aussi quantitatif en termes de temps, de la vie privée par le travail. La finalité du travail, elle, est entravée par une difficulté à jouer le rôle de traduction face à des demandes qui sont de plus en plus paradoxales, face à une dissonance entre des valeurs personnelles et des valeurs de métier. Je disais, il y en a plusieurs qui proviennent de la profession de soins. Donc, on voit une dissonance de plus en plus grande entre les idéologies managériales de la nouvelle gestion publique et les valeurs de métier. On en parlait un petit peu plus tôt également là, dans les autres conférences. Et on parle également de cette centralisation qui va limiter l'autonomie professionnelle. Les cadres sont donc confrontés à une certaine forme de renonciation de leur capacité à faire le travail, à pouvoir changer la situation. Ils sont animés d'un sentiment d'étirement entre deux pôles, celui de la loyauté envers l'organisation, mais celui également de la loyauté envers les équipes. I just want to address two major questions in this presentation. The first is, are there differences in the level of job involvement between different regions of Europe? And second, what are the key determinants of job involvement? So how does one measure job involvement? Well, it seems to me there were three key dimensions. There's a dimension of commitment, which perhaps is somewhat akin to Daniel's use of the word centrality. There's intrinsic motivation, which is definitely quite akin to sort of final values of going to work. And finally, there's positive effect. And this is quite important in many of the arguments about the importance of job involvement, that people are really sort of involved in these jobs. So it's not just a sort of a vague preference. And these are measured in these ways in the surveys. For job commitment, there's the standard question, which was very close to one which was given this morning. Actually, to what extent do you agree or disagree with the following statement? I would enjoy working in my current job, even if I didn't need the money. And they've got a 5-point response set. So it's a sort of non-financial commitment measure which has been used a lot in the literature. And then there are two different measures of intrinsic motivation. The first is based upon a ranking of the importance of items, of job characteristics. And the basic form of the question was, how important do you think the following would be if you were choosing a job? And I've taken two of those job characteristics. A job which enables you to use your own initiative, and a job which gives you a high income.
And I've simply taken the difference of those. And high scores mean that people are more in favour of a job which would enable them to use their initiative relative to a high income. So it's sort of quite a powerful intrinsic motivation measure to my mind. And the second is based on this question, which is a newish one. Which of these reasons is the main reason why you put effort into your work? To be satisfied with what I accomplish, to keep my job, because my work is useful for other people, something we discussed earlier, to get a higher wage or promotion, because my work tasks are interesting, or because it's everyone's duty to always do their best. And basically, these have been grouped into three groupings. The highest intrinsic motivation score goes to those who say it's because of the satisfaction with accomplishment in what they do, or the usefulness to society of their tasks, or the interest of the tasks. The second is duty, and the least intrinsic go to higher wages, promotion, or keeping your job. And finally, for positive effectivity, we simply have a degree of satisfaction with the current job, but on a very long scale, 11-point scale, going from extremely dissatisfied to extremely satisfied. Alors, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a effectivement une légère diminution de la qualité du travail dans les pays nordiques, surtout en Suède. Mais c'est très léger. Et les pays nordiques restent de loin les pays où la qualité du travail est le plus avancée, le plus humain. Je peux vous donner un simple chiffre. Si on prend comme indicateur la proportion des gens qui disent qu'ils ont le droit de choisir la méthode de travail, ça c'est fondamental. On sait très bien que psychologiquement, ça c'est l'indicateur le plus précieux. En tout, c'est 83% des Suédois disent qu'eux, ils peuvent choisir leur méthode de travail quand ils travaillent. Si on passe en Italie, c'est 67%. Si on passe en Bulgarie, c'est 43%. On parle vraiment des différences énormes dans la qualité du travail selon les pays. Bon, il faut voir les déterminants. Comme Dominique a dit, je crois que le taux de syndicalisation est très important. Mais en plus, ce qui a joué un rôle extrêmement important, c'était de la politique de l'État. Et les syndicats, évidemment, ont renforcé une certaine politique d'État dans les pays nordiques. Mais si on prend un pays comme le Pays-Bas, en tout cas, quand même, on peut avoir une très bonne qualité de travail, même sans un taux de syndicalisation nordique. Parce que c'est effectivement assez bas au Pays-Bas. Mais il y a eu une politique d'État extrêmement intéressante et progressive. Alors, je crois qu'il y a un certain espoir quand même qu'on a des choix de société et il ne faut pas devenir trop fataliste, surtout pour l'avenir. J'en reviens un peu à cette discussion. Comment peut-on articuler la microsociologie, macrosociologie, la perspective historique, l'effacement de la conflictualité, avec, disons, un horizon réaliste possible, tangible, et qui permet peut-être aussi à la fois aux acteurs, agency, mais aussi aux personnes concernées, au pouvoir public, aux chercheurs, d'ouvrir, disons, des perspectives. Et là, je trouve que c'est intéressant ce qui se développe là depuis un certain nombre d'années, mais qui tend à se formaliser de plus en plus. C'est une discussion à l'échelle européenne sur les critères de ce qu'est un travail, un emploi de qualité. Et il y a tout un débat là-dessus. En 2005, on en avait 4. Les critères étaient développés par la Fondation de Dublin sur les conditions de travail, carrière, sécurité d'emploi, développement de qualifications et compétences, santé et bien-être, équilibre entre travail et hors travail. Et plus récemment, donc, ces travaux de Michael Bustillo de 2009-2011 nous développent 6 critères qui intègrent aussi la représentation, donc voice, le fait de pouvoir être représenté, de revendiquer, d'avoir pouvoir faire valoir des droits ou d'être défendu. Donc ça, c'est pris en considération aussi. Et disons aussi l'organisation du travail, disons un regard plus critique sur l'organisation du travail avec des caractéristiques plus précises qui s'appuient aussi sur les enquêtes européennes de la Fondation de Dublin. Je pense que questionner le rapport au travail méthodologiquement implique
d'ouvrir l'angle et d'intégrer dans ce questionnement les relations de travail au sens large, et en les situant aussi dans une perspective historique. Bon, quand on regarde de plus près, même dans leurs données, c'est-à-dire quand on les appréhende un peu de façon critique, on peut quand même observer des écarts ou des hiatus, hein, ou quelque chose qui peut faire réfléchir et qui invite à peut-être approfondir ou à mener des enquêtes sur ces questions-là. Par exemple, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les critères pour un bon boulot. Alors 67% considèrent qu'un traitement respectueux du personnel est important pour la satisfaction du travail. Mais seulement la moitié se disent être dans ce cas-là. 63% considèrent la rémunération comme importante, mais seulement 23% se considèrent eux-mêmes comme étant satisfaits. 58% considèrent que la sécurité de l'emploi comme étant importante pour la satisfaction du travail, mais seulement 32%, donc presque la moitié, se considèrent eux-mêmes dans cette situation. Donc ça montre quand même qu'il y a des écarts possibles, et que parfois, disons, ces sondages, parce que là c'est plutôt des sondages que des enquêtes, hein, avec 670 répondants, pour tous les États-Unis, il faut s'imaginer ce que ça signifie. Pour conclure, après ce petit voyage dans le monde de la justice, ce que j'avais essayé de faire ici, c'était donc de vous montrer, à partir d'un cas très concret, un groupe professionnel particulier, l'enchevêtrement de ces différentes dimensions de la temporalité dans l'activité de travail et dans le rapport au travail. J'ai voulu donc ainsi, j'espère que je vous l'ai fait comprendre, vous montrer plusieurs points. D'abord, revenir sur un premier élément méthodologique, sur la nécessité, qui moi, un peu ma raison de faire de la sociologie, en fait, de retourner à l'enquête empirique à travers l'analyse de cas précis, de groupes professionnels, de types d'activités, qu'il faut étudier au concret, observation, entretien, questionnaire, peu importe, pour mieux saisir ce qui se joue réellement dans l'activité et dans la carrière. Un deuxième moment aussi méthodologique, c'est peut-être plus personnel là, qui consiste à la nécessité de défendre une forme d'intranquillité théorique, j'ai envie de dire, qui consiste à ne jamais se contenter d'un seul type d'analyse. Étudier l'activité et les dispositions, le travail qui se fait et l'insertion dans la carrière, les pratiques et les représentations et les discours, l'organisation du travail et l'activité individuelle, les conditions externes macro et l'activité et la réalité micro-sociologique de l'activité, etc., etc. Et en réalité, toutes les sortes de combinaisons entre tous ces éléments. Je parle d'intranquillité parce que c'est évidemment plus reposant de s'arrêter sur un seul aspect et de faire porter le regard sur un seul point. Mais comme on le voit, il me semble plus pertinent et donc scientifiquement plus riche, plus heuristique, de trouver des sortes, on pourrait dire, d'opérateurs thématiques qui contraignent à penser tous ces éléments ensemble. J'ai essayé de le montrer sur la question de la temporalité. On pourrait bien travailler sur d'autres thèmes, les transformations liées au numérique, les espaces de travail, les formes de sociabilité, ou encore l'arrivée de nouveaux outils de gestion. Je vous remercie.